Allez, c'est parti, je me lance, c'est mon premier podcast, ça s'appelle Focus, je m'appelle Jack, donc c'est le Focus by Jack. Allez, dans les prochains podcasts, c'est moi qui vais poser des questions, mais là pour celui-là, comme c'est le premier, j'ai souhaité me faire accompagner par Max, qui est ingénieur en génie civil, c'est un ami, il va me poser des questions. Bonjour Max, ça va? Bonjour Jack, ça va bien et toi? Ça va? Alors vas-y, pose-moi les premières questions. Donc la toute première question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la création de contenu? Alors, c'est une grande question ça, la création de contenu. Alors déjà, la création de contenu, c'est quoi? Ça peut être de la photo, ça peut être de la vidéo. Moi, j'ai toujours voulu, en fin de compte, mettre en avant et en valeur les talents des commerçants, parce que j'ai travaillé dans la relation client depuis très très longtemps. Et ça m'a toujours motivé de partager, en fin de compte, mes bonnes adresses. Au départ, je voulais travailler dans l'audiovisuel, ça s'est jamais fait, j'ai jamais fait d'études pour ça, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, il y a quelques années, j'avais acheté un petit caméscope, un petit appareil photo, et j'ai commencé à me filmer et à partager des choses, et j'ai vu que ça commençait à prendre, je me suis créé un nom qui s'appelait Jack Attest. Et donc, je me suis un petit peu auto-formé et j'étais autodidacte là-dessus. Et de plus en plus, j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin pour les commerçants à avoir de la création de contenu. Souvent, je prends un exemple, c'est que je connais un artisan qui s'appelle Plancard. Il sait fabriquer du pain, mais par contre, il ne sait pas parler de lui. Et ben moi, je peux l'accompagner en mettant en avant son talent avec des vidéos, etc. Donc peux-tu nous parler de ton parcours avant de devenir créateur de contenu? Qu'est-ce que tu faisais avant dans la vie? Bon, je l'ai un petit peu dit, mais je vais le redire, j'ai travaillé beaucoup dans la relation client, ça fait une trentaine d'années que je travaille dans la relation client. Alors je suis un grand timide à l'origine, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup comme ça face il y a très très longtemps. Maintenant j'ai appris à parler face aux gens parce que j'étais obligé de le faire. Donc le téléphone, c'était de me cacher derrière et de parler avec des gens que je connaissais pas, qui me voyaient pas, comme ça si j'étais timide et je pouvais rougir, et les gens ça se voyait pas, et après au fur et à mesure j'ai poussé des portes, etc. Je me suis trompé sur pas mal de choses. J'ai essayé des tas de choses. Et maintenant, j'ai une petite phrase que je dis souvent, c'est le succès, c'est la suite d'échecs. Et ça m'a permis d'être moins timide et de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, c'est qu'est-ce que je faisais avant? Je travaillais dans la relation client et je travaille toujours dans la relation client. Ok, ça marche. Y a-t-il des créateurs ou des artistes qui t'ont inspiré à te lancer dans ce domaine? Ah ouais, il y en a un et je rencontre souvent et je l'ai déjà rencontré et ça m'a fait plaisir, c'est Florian Honner. Il crée des vidéos, il fait beaucoup de vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux maintenant. Je l'ai vu au tout début de sa carrière. C'est quelqu'un qui crée des vidéos pour des restaurants essentiellement. Lui, il s'est focalisé sur une seule thématique. Je l'ai suivi. Alors YouTube, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait et je me suis donc auto-fermé à ce que je fais aujourd'hui, et en m'inspirant, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait autour, et donc Florian Honner, c'est un modèle pour moi. Ok. Et comment as-tu trouvé ton style dans le monde de la création de contenu? C'est une bonne question ça, parce que le style, je l'ai et je pense que j'ai encore besoin de l'améliorer. Mon style, c'est en essayant des choses que je vois que ça marche pas, et en fonction de ce que moi j'aime bien faire. Je pense qu'il ne faut pas copier un style qui n'est pas le sien. Il faut vraiment faire son propre style et faire ce qu'on a envie, parce que parfois on fait des choses où on n'a pas trop envie et ça se voit et c'est pas motivant. Moi je pense avoir trouvé mon style, c'est la relation client, donc aider les commerçants, les artisans et les associations à donner la visibilité. Je pense que je suis pas mauvais là-dedans. Donc là maintenant on va plus parler du processus et de la création de tes vidéos, de tes projets, etc. Ok. Donc j'aimerais savoir comment tu trouves tes idées pour tes contenus. Quelle est ta principale source d'inspiration par exemple? Alors, il y a 2-3 étapes à peu près. Je regarde beaucoup les réseaux sociaux et ce qui se fait, donc je parlais tout à l'heure de beaucoup d'inspiration. J'essaie de regarder ce qui se fait, la tendance, et d'avoir de l'actualité pour qu'on ait toujours, pas sur du redondant, mais des choses qui sont créatives. Donc je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Après, ce que j'aime bien faire, c'est quand je vois un commerçant ou un artisan, c'est que lui, peut-être déjà, il y a déjà son idée de création, etc. Et ce que j'arrive à faire, c'est de mixer en fin de compte entre mes idées, mon expertise entre guillemets et la sienne, et on arrive à créer quelque chose. Donc en fin de compte, c'est très collaboratif. Peux-tu nous décrire comment tu procèdes de l'idée initiale jusqu'à la publication?
Alors, depuis un petit moment, pour faire une petite aparté à ça, depuis un petit moment, j'essaie de focaliser la personne qui me demande de faire un projet, qu'il me dise exactement l'objectif qu'il veut atteindre. Parce que faire une vidéo pour faire une vidéo, c'est ce que je faisais auparavant, mais c'est plus le principe, j'aime plus faire ça. Faire une vidéo pour faire une vidéo, ça n'a pas d'intérêt, et parfois la vidéo elle n'est pas intéressante. Mais à partir du moment où le client, le commerçant, l'artisan va dire je veux atteindre cet objectif-là, par exemple avoir plus de clients dans son magasin, on va pouvoir affiner davantage la vidéo qui doit être faite. Parce que moi ce que je cherche, en fin de compte, c'est peut-être une question que tu poseras plus tard, c'est qu'en fin de compte, il y a au moins un client qui se déplace dans le restaurant, dans le commerce, c'est ça qui est mon objectif. Même s'il y en a beaucoup plus, c'est plus intéressant, mais c'est vraiment que ça serve à quelque chose, c'est ça qui est important. Et donc, pour répondre à ta question, comment je fais le process, c'est que d'abord je demande à mon interlocuteur son objectif, et qu'il soit sûr, parce que parfois il ne sait pas son objectif, on atteint l'objectif, et une fois qu'on a l'objectif, on va dire comment on va créer ça, et comment on va faire la vidéo. Et donc j'essaye à chaque fois de faire une vidéo un petit peu différente. Tu passes combien de temps en moyenne sur un projet avant la publication? Alors c'est assez simple, c'est en fonction c'est en fonction du projet, c'est simple. Si c'est un projet qui est court, je vais forcément passer moins de temps qu'un gros projet. Je vais donner un exemple, si on m'a appris ça il n'y a pas très longtemps, c'est une histoire de rentabilité, parce qu'il faut aussi être rentable. Un projet qui coûte, admettons, 100 €, je vais passer forcément moins de temps qu'un projet qui coûte 1000 €. Après, en fonction du projet, il y a la règle des 50, 40 et 10. Alors 50, c'est on va donner du ton et on va imaginer le décor, l'ambiance, etc. Le 40, c'est l'humeur qu'on va donner à la vidéo. Les tips, les petites gimmicks qu'on va faire, etc. Et à 10%, bah, c'est le texte en fin de compte. Donc tout ça, les 50, 40, 10, ça fait une vidéo. Donc en fin de compte, le temps, bah, c'est en fonction du projet qui va être adapté, quoi. Ok Jack, utilises-tu des outils ou des logiciels spécifiques qui te facilitent la création? Alors j'ai appris à utiliser des logiciels parce que j'ai pas été à l'école pour ça. Il y a des gens qui sont formés, qui se font des études de BTS, DUT, etc. Moi je me suis, comme je te disais au tout début de l'interview, c'est que j'ai appris avec YouTube et j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec Sony Vegas, qui est un logiciel qui est pas mal, etc. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert CapCut avec l'arrivée de TikTok. Et c'est un logiciel qui est vraiment terrible pour faire les vidéos. Parce que il fait beaucoup de choses, il doit encore s'améliorer forcément, il fait beaucoup de choses au niveau des transitions. Il y a un truc que j'aime bien, c'est faire des transitions dans des vidéos, et en même temps il est très intuitif. Et après au niveau de matériel, si c'est ça ta question, c'est bien ça ta question, matériel aussi. Oui, c'est bien ça. Alors, il y a deux modes de fonctionnement. Soit j'ai des caméras, des boîtiers, ou là c'est des gros projets ou des drones qu'on utilise de temps en temps avec Fernando et avec Anthony. Mais moi, essentiellement, j'utilise des téléphones portables avec de la qualité, parce qu'il faut que ça soit quand même qualitatif au niveau des photos et des vidéos. Et donc j'utilise téléphone portable, j'ai quand même des accessoires, là on est en train d'enregistrer avec un micro zoom pour la vidéo. Après j'ai 2-3 vidéos sans fil, 2-3 micros, parce que moi j'étais en train de me tromper, 2-3 micros sans fil que j'utilise. Et j'ai appris aussi, c'est qu'il faut toujours tout avoir en double. Les micros en double, les accessoires en double, les logiciels en double. Limite l'épaisseur en double, parce que quand ça bug et quand tu dois rendre un projet et que ton client te demande de faire très vite, parce que ça arrive qu'on demande de faire très vite, et ben il faut toujours avoir quelque chose de secours. Donc Jack, pour se lancer dans la création de contenu, pour être un peu confortable, il te faut un micro, un PC et un téléphone. C'est ça, pour commencer, même juste avec un téléphone portable, avec un petit micro cravate, ça fonctionne très bien. On peut déjà commencer à faire ça. Donc les gens qui veulent faire la même chose que moi, création de contenu, eh ben, un téléphone portable de bonne qualité et un petit micro sans fil, c'est idéal. Et limite un trépied, c'est parfait. Et parfois, t'as pas des manques d'inspiration ou syndrome de la page blanche où t'as des petits mous, t'as pas forcément trop d'inspiration, etc. Comment tu arrives à gérer ça? Alors ça m'arrive de temps en temps, effectivement, heureusement que ça m'arrive pas tout le temps. Ce que je fais, c'est que je vais regarder sur internet, je cogite, je vais dormir un petit peu dessus, je vais pas faire de cauchemar forcément. Et après, ce que je peux faire, c'est demander à mon entourage pour avoir l'inspiration. Et parfois, quand j'ai les pages blanches, je rappelle mon client et je lui redemande qu'il me redéfinisse un petit peu le projet. Et forcément, l'inspiration vient. Et après, parfois, même, il y a des choses, ça me revient à l'esprit comme ça.
c'est que j'ai pas forcément d'inspiration, mais c'est en commençant le tournage, en mettant le matériel et en regardant beaucoup ce qui se passe autour, l'environnement, les personnes qui vont parler, la façon qu'ils vont parler, parce que parfois il y a des gens qui t'inspirent en fonction de ce qu'ils parlent, des gens qui vont être très timides. Parfois des gens vont pas être timides du tout, et c'est de là que va venir l'inspiration, et c'est là que va venir le côté créatif. Créatif, en général, on a une bonne base de création dans la tête parce qu'il y a des choses qu'on sait faire. Quand on fait du live, ben, on sait parler parce qu'on a posé des questions plusieurs fois, etc. Donc le cerveau est déjà préparé. Mais parfois, le côté créatif, c'est sur l'instant T, dans le lieu et avec les personnes, que la création va venir. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le métier créateur de contenu. Quel est ton projet préféré où tu as pris le plus de plaisir à réaliser? Alors il y en a plein, mais là si tu me dis, c'est pas préparé du tout, mais si tu... Qu'est-ce qui vient à l'esprit Alors j'ai un projet avec la Promenade des Flandres qu'on a fait il y a 1 an. C'était un gros projet, on s'y est préparé longtemps en avance. On avait un petit peu la pression parce qu'il fallait voir que c'était très qualitatif. En fin de compte, c'était l'inauguration du centre de loisirs de la Promenade des Flandres. Il y avait 4 intervenants, il y avait tous les grandes têtes de l'AFM qui étaient là, donc la famille Mullier. Et donc il fallait qu'on soit bon, en plus on utilisait un drone. Et en fin de compte, j'ai pas fait le projet tout seul, je me suis fait entourer de plusieurs personnes qui avaient chacun en fin de compte sa spécialité dedans. Il y avait Anthony, il y avait Fernando, il y avait Ryan, etc. Et donc on a fait un projet collaboratif et chacun avait sa mission de faire. Et en fin de compte, on a fait un rendu qui était très bon, il y avait de la bonne musique, l'image sont bien passées et le client était super content. Donc je vais retenir ce projet-là, malgré qu'il y a plein de projets qu'on a fait et qui étaient très bien. Ok, donc là on va passer à un autre sujet, c'est plus dans tes défis et tes apprentissages. Donc quel est le plus grand défi que tu as rencontré dans ton parcours jusqu'à présent, en tant que créateur de contenu? Un peu grand défi, je suis en train de le réaliser maintenant, en fin de compte. C'est ça mon défi, c'est de pouvoir, en fin de compte, vivre de ma passion. Quand souvent on vit sa passion, ben, on est très heureux. Moi, je commence à l'être beaucoup sur cette partie-là. Et quand je vais pouvoir passer de ma vie actuelle salarié et que je vais pouvoir vivre de ma passion, ben là, je serai vraiment très content. Donc le défi, c'est maintenant. C'est en fin de compte, je suis en train de construire mon avenir de créateur de contenu où je vais pouvoir vivre à 100% là-dessus, quoi. Parce que ça prend beaucoup de temps, quoi. Entre ma vie salariée et puis ça, il faut trouver du temps. Ok Jack, et comment gères-tu les critiques un peu sur les réseaux, les avis négatifs Ah, c'est marrant cette question, je pensais pas que tu aurais posé la question, parce qu'en fin de compte, on peut se dire, hein, c'est que toutes les questions que tu poses, moi je les connais pas déjà. Hein. On est d'accord Max, hein. C'est ça. D'accord. C'est que ça s'apprend, parce que quand on fait une vidéo, forcément, on doit être face aux critiques et à l'image des gens. Il y a du pour et du contre. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais en fin de compte, il y a des gens qui, ben, faut apprendre. Quand on débute, on pense pas que les gens ils vont pas aimer ce qu'on fait. Et parfois, on pense pas que les gens vont aimer ce qu'on fait. C'est ça aussi le truc. Et ben, il faut se blinder. Je me rappelle, il y a 4-5 ans, j'avais fait une super vidéo avec Anthony et qui était très très belle, qui avait eu beaucoup de personnes qui étaient contents. Et il y en avait 2-3 qui n'ont pas été contents du tout. Et on s'est pris des réflexions de bois vert, mais très fortes. Et je l'ai mal pris. Et je me suis dit, ben, pourquoi ils osent dire ça alors qu'ils ne savaient pas ce qu'on a fait. On a beaucoup travaillé dessus, on était dans notre bulle avec Anthony, on avait travaillé sur pas mal de choses. Et j'avais pas accepté le truc. Et en réfléchissant, je me dis, ben, ça fait partie des choses, comme c'est un poste forcément qui est visible, c'est de la communication, donc forcément on n'est pas dans son coin, on travaille avec d'autres personnes, et forcément les gens vont regarder ce qu'on fait, et d'autres qui vont dire c'est canon ce que tu fais, et d'autres qui vont dire bah non j'aime pas. Ben maintenant, je suis blindé. Quand quelqu'un aime pas, je le prends plus pour quelque chose qui dit, ben il y a peut-être raison, je vais peut-être m'améliorer parce qu'il y a peut-être raison dans ça, et peut-être lui il n'y a pas raison parce que c'est pas juste. Mais en fin de compte, j'apprends parce qu'il peut aussi y avoir des erreurs. Je peux aussi faire des choses qui sont pas bien. Et en fin de compte, je prends la mauvaise critique, je me dis, ben c'est peut-être sur ça que je dois évoluer. Donc j'essaie de transformer en fin de compte une critique en dire ben ouais, il a peut-être raison et j'ai envie d'évoluer sur cette thématique-là. J'espère que j'étais clair. Très clair, donc tu transformes une critique en bonne critique, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc Jack, là maintenant je vais te poser plus des questions sur l'audience et l'engagement. Comment as-tu construit et développé ta communauté sur les réseaux?
Alors d'abord, je vais me permettre de me poser une propre question, c'est le taux d'engagement. Parce que j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, alors que j'aurais dû le savoir avant. Tu sais ce que c'est le taux d'engagement? Je me pose la question à moi-même et je te la pose à toi. Oui, je sais. Tu sais, parce que je te l'ai expliqué. Alors je vais expliquer pour les gens qui ne savent pas. Le taux d'engagement, c'est simple. Et c'est hyper important. Admettons, tu as une vidéo qui a 100 vues. Alors bien sûr, on en fait beaucoup plus, hein, mais une vidéo qui a 100 vues. On va prendre toutes les interactions dessus et on va prendre, par exemple, s'il y a 20 interactions, on va faire 20 divisé par 100 et on va avoir un pourcentage qui est de 20%. En général, sur les réseaux sociaux, si on arrive à atteindre un taux d'engagement supérieur à 3%, qui est très faible, mais qui est important pour ce style de création de contenu, eh ben, c'est que la vidéo a fonctionné ou la photo a fonctionné. Donc le taux d'engagement, c'est en fin de compte, c'est toutes les interactions qui vont être générées. Et c'est hyper important pour nous en tant que créateurs de contenu. Et c'est un petit peu le KPI, donc l'indicateur qui va permettre de voir si la vidéo est efficace. Moi, j'en rajouterai un autre dans le taux d'engagement. C'est le nombre de personnes qui vont se déplacer en magasin ou dans un restaurant et qui vont dire bah tiens, j'ai vu la vidéo et je me suis déplacé et j'ai acheté. C'est ça qui est important. Donc le taux d'engagement, c'est ça. En fin de compte, ta communauté, elle te ressemble, ou tu ressembles à ta communauté. C'est que ce que tu vas inspirer dans tes vidéos, dans ta création, parfois tu vas faire des vidéos pour d'autres personnes, on va pas forcément te voir, mais il y a ta touche personnelle. Et c'est sur ça que les gens vont te suivre. Et parfois il y a des histoires comme ça, et les gens ils vont te suivre depuis le début, et ils vont dire bah tiens, j'adhère à ce qu'il fait, et donc je vais partager ou je vais m'abonner à sa page, ou à ses réseaux sociaux, ou à son compte, etc. Et donc ça se travaille petit à petit. Il faut que tu sois, d'abord, si on donne des conseils, que tu sois hyper naturel, hyper authentique, qu'on voit pas que c'est du fake, qu'il y a des trucs qui vont pas, etc. Et c'est sur ça que tu vas créer ton truc. En fin de compte, tu es tes propres abonnés. Comment fais-tu face aux attentes de ta communauté? Alors un truc que je fais depuis un petit moment, c'est qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui connaît ce que je fais, je vais toujours lui demander qu'est-ce qui te plaît dans ce que je fais et est-ce que ça te plaît. Alors il y a des gens qui ont dit ouais ça te plaît, parfois ils vont dire bah non j'aime plus trop ce que tu fais, etc. Mais j'ai maintenant de plus en plus que quand je rencontre les gens, je vais leur poser la question qu'est-ce qui te plaît dans ce que je fais. Comme ça moi j'ai leur feedback et s'ils me disent ce que tu fais ça me plaît parce que je sais pas, je suis authentique, etc. Je vais pouvoir dire, en fin de compte, ce que je suis en train de faire, c'est bien parce que ça plaît au public. Donc, je pose souvent les questions. Après, je pourrais faire des sondages pour savoir qu'est-ce qui plaît aux gens, mais ça, en général, ça marche pas très bien parce que les gens, ils répondent pas forcément au sondage. Mais quand je les vois directement, je leur pose tout de suite la question, qu'est-ce qui te plaît dans ce que je fais? Pas mal. Ok, donc tu es assez proche de ton public, finalement. Oui. Et souvent, je vais rebondir sur ce que tu disais avant que tu me poses une autre question. C'est que souvent je dis, moi je vous connais pas mais vous me connaissez. C'est-à-dire que moi il y a beaucoup de personnes, il y a 14 000 voire plus qui me suivent, mais moi je les connais pas tous. J'en connais beaucoup mais je les connais pas tous. Mais eux par contre ils me connaissent. Où te vois-tu dans 5 ans, Jack? J'ai déjà un petit peu dans la tête, c'est de créer ma propre agence de communication, mais qui soit avec des personnes qui ont chacun sa spécialité, quelque chose de très authentique, très humain et très créatif. Et pas qu'on tombe dans des vidéos de production qu'il faut faire vite avec des grosses quantités, mais plutôt des trucs qualitatifs, enfin des vidéos qualitatifs. Et toujours près des gens, toujours en collaboration avec les gens. On construit les sujets, les vidéos avec les personnes, les artisans, et pas tiens tu payes pour une prestation et je te laisse tranquille, etc. Et après tu me donnes le rendu et j'aime pas. Mais plutôt quelque chose de très authentique. Donc je vois ça et je me vois aussi me développer sur. Là je suis sur Tourcoing, la métropole lilloise, mais c'est développer sur toute la France. Ça c'est un truc qui me plairait beaucoup. J'aimerais que tu me donnes quelques conseils pour les futurs créateurs. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute dans la création de contenu? Qui trouve déjà ce qu'il a envie de faire, sa tonalité, son ton, son envie, ce qu'il a envie de faire et qu'il a envie de donner. Parce qu'on doit, comme je te dis, on ne doit pas forcément copier, on doit s'inspirer d'autres personnes, mais qui trouve vraiment son domaine. Par exemple, il va dire, tiens, je vais faire des vidéos que sur la mode, que sur du tuto, qui trouve vraiment déjà ce qu'il a envie de faire. Après, il va s'inspirer déjà de ce qui se fait autour. Et après, au niveau matériel, comme je disais tout à l'heure, si c'est aussi ça ta question, qui commence déjà avec son téléphone portable, avec un petit micro ou sans micro, avec un petit stabilisateur, ça peut être pas mal. Comme ça, il peut avoir la main assez libre et qui commence à filmer des choses, et de tester et de voir un petit peu dans son entourage comment c'est perçu.
Donc voilà, c'est de trouver vraiment ta propre façon de faire les vidéos, c'est ça, et propre façon de... Alors, j'y parle souvent de vidéo depuis tout à l'heure, mais c'est pas que la vidéo, ça peut être de la photo, ça peut être de la publication, ça peut être des images, ça peut être du logo aussi, ça, quand on contenu, c'est aussi du logo, du design, je me focalise dessus parce que je fais beaucoup de vidéos et de photos, mais c'est aussi ça. Et donc, chacun qui va trouver sa personnalité, et c'est ça qui va faire la différence. Souvent, je pose une question... Quand je fais des interviews, souvent la question c'est pourquoi je vendrais ici pas ailleurs. Et donc ça serait la question pourquoi je créerais mon contenu comme j'ai envie et pas un autre. C'est ça un petit peu la question. Donc tu dois vraiment trouver ton propre ADN à toi et c'est sur ça que les gens ils vont te voir de distinguer, quoi. Aurais-tu quelques conseils pour éviter les pièges en tant que jeune créateur de contenu? Le premier piège que je dirais, il ne faut pas tomber dedans, c'est copier ce que les autres font et vraiment de perdre ta personnalité. Tu vas peut-être vouloir faire tout de suite quelque chose qui va marcher, donc tu vas te lancer sur une trend, donc une tendance que les autres font, dis tiens je vais faire ça parce que ça marche, parce que je vais avoir beaucoup de vues et je vais gagner beaucoup ma vie. En vrai compte ça marche pas, mais peut-être tu vas t'épuiser parce que comme tu vas copier quelque chose que tu n'es pas, et pour après te renouveler et de pouvoir créer du contenu de façon sur la longueur, tu auras du mal parce que tu vas vouloir toujours faire la même chose que les autres, quoi. Donc le piège qu'il ne faut pas tomber dedans, c'est de faire comme les autres, mais pas faire comme tu es toi. Donc il faut que tu fasses comme tu es toi, quoi. Ok, donc avoir sa propre DA. C'est ça, sa propre DA, c'est quoi? C'est une DA, c'est le directeur artistique, quoi. C'est ça. Donc c'était la dernière question, Jack. Merci de m'avoir invité dans ton premier podcast. Merci à toi de m'avoir posé ces questions qui étaient vraiment, je leur dis, mais pas préparées du tout. J'espère que ça t'a plu. Et voilà, donc c'était le premier épisode que je présentais. J'espère que mon parcours avec ces quelques astuces vous ont été très utiles. Rappelez-vous quand même que la création de contenu peut vraiment faire la différence pour un commerçant et peut être très pratique, que tout le monde peut y arriver. Et si vous avez des questions sur le sujet, j'aimerais bien les aborder sur les prochains épisodes. En fin de compte, je vais interviewer des commerçants où je poserai des questions. Pourquoi ils ont créé leur commerce, quelles sont les astuces et quel est l'intérêt d'avoir un créateur de contenu à leur côté. Merci Max et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci à toi Jack. Salut. Salut.